Bonjour à tout le monde. Bienvenue à Toulouse. À mon tour, je me permets de le signaler. Nous allons entrer dans le vif du sujet avec une première session qui est tout à fait logique dans la construction globale de ce colloque, puisque nous allons parler dans un premier temps du contexte juridique et de l'identification des défis. Donc nous allons faire une contextualisation formelle et substantielle de la problématique, en quelque sorte les racines et les ailes de cette problématique, avec l'enracinement dans le terreau juridique, les bases juridiques, la répartition des compétences, et puis les défis, c'est-à-dire bien l'affiche même du colloque, avec ce tableau de Kandinsky, le pour et le contre. C'est un petit peu ça, hein, les défis de l'espace européen des données de santé. Et alors, je vais redonner la parole dans un premier temps à la professeure Nathalie de Groot-Valderon, qui va quitter son statut d'organisatrice pour celui d'intervenante, et qui justement va nous parler de cette articulation des compétences, s'agissant de la mise en place de cet espace européen des données de santé, et de l'identification des défis, donc pour 20 minutes. Pour répondre à ce que vient de nous dire Marc Blanquet, ma présentation va surtout consister à, si l'on peut dire, un petit peu planter le décor, c'est-à-dire présenter l'espace européen des données de santé, en tout cas ce qu'il est, ce qu'il devrait être d'ici quelque temps, puisqu'il faut le rappeler, la proposition a été présentée en 2022 et cette proposition a fait l'objet d'une position du Parlement européen le 24 avril dernier, donc position en première lecture. On attend maintenant la position du Conseil qui, je pense, devrait intervenir dans le courant du mois d'octobre. Alors, de quoi allons-nous parler ? En fait, j'aimerais vous exposer de manière assez rapide, finalement, dans un premier temps, quels sont les enjeux et plus particulièrement quel est le contexte de la mise en place de l'espace européen des données de santé. Comment, d'un point de vue juridique, on va plutôt s'intéresser à l'articulation des compétences comme ça a été évoqué. Quels sont les objectifs en me centrant sur l'utilisation primaire et l'utilisation secondaire, mais de manière assez générale parce qu'il y aura d'autres interventions sur ces points. Et puis finalement, quels sont les défis, quelles sont les questions. Et là, Marcus Kalliola, qui nous fait l'honneur d'être présent, prendra le relais et pourra aller beaucoup plus loin puisque mon exposé sera un exposé essentiellement de présentation générale. Alors, quand on parle de l'espace européen des données de santé, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas appréhender cet espace européen des données de santé sans le resituer dans un contexte, dans le contexte du numérique. Et effectivement, l'espace européen des données de santé doit être mis en relation avec des règlements. Certains sont sectoriels, d'autres sont généraux. Et parmi ces règlements, vous en reconnaîtrez un certain nombre. Apparemment, il y a un problème technique, mais c'est pas grave. Le règlement sur les dispositifs médicaux, le règlement sur la gouvernance des données, que vous connaissez sans doute, le règlement sur les données, le règlement eIDAS, qui fera très prochainement l'objet d'une modification par un règlement qui concernera l'identification numérique et qui permettra certainement de pouvoir ajouter des attributs liés à la santé dans l'identification numérique. La proposition de règlement sur l'Europe interopérable, bien sûr le règlement sur la protection des données dont on parlera beaucoup au cours de cette session, la directive NIS et puis la directive 2011-24 relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers. Alors, même si je n'ai pas beaucoup de temps, je voudrais quand même dire quelques mots sur cette directive 2011-24 puisqu'elle contient dans son article 14, la base juridique de ce qu'a été le réseau e-santé, qui est un réseau qui a eu une activité très importante, qui a été un petit peu bridé par le fait qu'il n'avait pas la possibilité de prendre des actions de caractère contraignant, donc simplement des orientations, des lignes directrices, ce qui fait qu'à un certain moment, on s'est rendu compte que si on voulait vraiment relever les défis du partage des données, il fallait aller plus loin, et c'est une des raisons pour lesquelles on s'est doté de cette proposition sur l'espace européen des données de santé. Alors, cet espace européen des données
données de santé sera, ça a été évoqué par Madame Planier-Bertrand, ce sera le premier espace commun dans un domaine particulier qui est celui de la santé. Et par la suite, il y aura sans doute d'autres espaces européens qui seront mis en place. Mais ici, on est dans le cadre de la santé et il faut aussi rappeler que la création de cet espace fait partie de l'Union européenne de la santé qui est prévue par le programme Santé 2021-2024 EU for Health. Par rapport à la directive 2011-24, donc, il faut savoir que l'article 14 sera abrogé à partir du moment où le règlement sera applicable. Alors, pourquoi a-t-on créé, pourquoi veut-on se doter d'un espace européen des données de santé? Il y a des raisons qui sont des raisons que je dirais de politique de santé publique et puis des raisons juridiques. Pour les raisons de politique de santé publique, bien sûr, on a connu la Covid et on a tiré les enseignements de la Covid-19 et on s'est rendu compte d'abord qu'il était très intéressant d'être mieux coordonné au niveau de l'Union européenne, au niveau des États membres. Donc il y a un certain nombre de règlements qui ont été adoptés sur lesquels je ne reviens pas, mais on a pu, dans un contexte d'urgence, on a réussi à exploiter, à adapter dans l'urgence une expérience de plateforme qui existait déjà, notamment la plateforme, le système de gestion des données cliniques des patients qui avait été mis en place dans le cadre des réseaux européens de référence. Donc on s'est basé sur cette plateforme existante pour l'appliquer à la mise en place d'un système de données de santé électronique qui concernerait les patients atteints de la Covid-19 en relayant les hôpitaux, les prestataires de soins référents dans le domaine de la Covid-19. On a eu aussi, et vous l'avez tous connu, le certificat Covid numérique de l'Union qui a facilité la circulation pendant cette période de crise. On a vu que techniquement, on pouvait arriver à des solutions qui sont efficaces et intéressantes. Par ailleurs, on a aussi pris conscience de l'importance d'avoir de vastes bases de données de santé, sachant qu'à ces vastes bases de données de santé, on pourra impliquer de l'intelligence artificielle et donc faire des projections épidémiologiques beaucoup plus intéressantes, exploiter ces bases de données et on y reviendra dans les objectifs, mettre au point aussi des traitements innovants, développer l'innovation. Tout ceci, ça fait partie des enseignements de la Covid-19. Le deuxième aspect, qui est certainement un aspect un petit peu plus juridique, consiste dans la fragmentation des données de santé électronique. Alors pourquoi fragmentation ? Eh bien parce que tout d'abord, vous le savez, il y a une interprétation différente qui a été faite par les États membres du RGPD, puisqu'il y a une marge de manœuvre qui est laissée aux États. Ils ont la possibilité d'introduire dans certains cas des particularités nationales en ce qui concerne notamment le traitement des données génétiques, biométriques et aussi en ce qui concerne les données de santé, ce qui fait que nous avons finalement une disparité dans les différentes lois nationales alors que le RGPD était censé harmoniser toutes les règles et donc s'il y a une harmonisation au niveau de l'utilisation des données, il reste des particularités en ce qui concerne l'accès, en ce qui concerne la gouvernance des données de santé et c'est en raison de cette fragmentation, on y reviendra dans un instant, qu'on a pu utiliser une base juridique et l'article 114. La deuxième raison, c'est qu'il y a une interopérabilité limitée des systèmes d'information dans le secteur des soins. Vous le savez sans doute si certains d'entre vous travaillent à l'hôpital, d'autres dans le secteur privé, qu'on a des problèmes d'interopérabilité, même au niveau national, au niveau régional. Alors que dire dans le cadre du niveau européen ? Le problème d'interopérabilité est un problème extrêmement important. Alors, comment faire en sorte d'articuler les compétences de l'Union et celles des États membres et quels sont les problèmes qui se posent. La base juridique qui a été adoptée et qui a été choisie de manière tout à fait naturelle, c'est l'article 114 du TFUE. Pourquoi cette base juridique ? Parce que c'est la base juridique qui offre la marge de manœuvre la plus importante au législateur européen, puisqu'il a la possibilité de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires, administratives des États dans le but de faire fonctionner le marché intérieur. Et donc c'est cette logique qui a été en fait transposée dans le domaine des données pour réaliser au niveau des données de santé eh bien, les mêmes objectifs de marché intérieur que celles qu'on a réalisées au niveau des marchandises, des personnes, des services et des capitaux. Donc cette base juridique s'imposait, même si, et ça peut paraître étonnant, il n'y a pas eu un transfert de compétences au niveau à l'Union européenne en ce qui concerne ce secteur particulier qui est le secteur du numérique en santé. Donc on a trouvé un titre de compétence normatif grâce à l'article 114 du TFUE. L'article 168 du TFUE, je l'ai mentionné, mais en réalité, il n'a pas été retenu comme base juridique, alors que certains pensaient que cet article aurait pu être retenu, et je fais partie des personnes qui pensent qu'il aurait pu être retenu, mais je comprends pourquoi il n'a pas été retenu. Alors, cette base juridique, l'article 168, ne permet pas d'harmoniser les législations des États membres. Donc, le fait que ça ne permette pas une harmonisation, c'est une raison certainement essentielle qui explique
qu'elle n'ait pas été adoptée, mais vous me direz, dans d'autres actes, on a pu, notamment dans la directive soins de santé transfrontalier, il y a une double base juridique. Eh bien, le plus souvent, l'article 168 est utilisé en même temps que l'article 114, mais il est rarement utilisé de manière isolée. Et par ailleurs, il y a un autre argument qui, à mon sens, est sans doute déterminant, c'est le fait que l'article 168, paragraphe 7, rappelle bien que ce sont les États qui sont responsables pour tout ce qui concerne l'organisation des soins de santé. Pour les prestations des soins, c'est de la compétence des États. Donc on peut comprendre que la Commission européenne ait essayé d'escamoter, de ne pas parler de l'article 168, au contraire, pour mettre en avant l'article 114 pour avoir la plus grande marge de manœuvre. Autre base juridique que l'on va retrouver, c'est l'article 16, bien entendu, protection des données personnelles, avec l'expression que l'on trouve dans le droit dérivé avec le RGPD. Donc voilà pour les bases juridiques. Je ne parlerai pas de l'articulation des textes puisque les autres intervenants auront l'occasion, notamment M. János Tolias qui est en ligne, aura l'occasion de nous parler de ces aspects-là et certainement un petit peu M. Marcus Cagliola au niveau des lignes directrices. Donc, quels sont les objectifs ? Alors, de manière générale, dans cette slide, j'ai remis quelques éléments, mais que vous connaissez tous, j'imagine. Il s'agit de permettre aux personnes de contrôler leurs données de santé, permettre aussi aux professionnels de santé d'avoir accès à des données de santé pertinentes, faciliter l'accès des chercheurs, des innovateurs aux données de santé, permettre de meilleurs diagnostics, une plus grande sécurité dans le suivi, dans l'efficacité des soins, améliorer la politique en matière de santé et offrir vraiment tous les avantages qui sont requis pour pouvoir développer une recherche et une innovation de qualité en disposant de données qui soient des données pertinentes. Globalement, et pour être très clair, il y a deux aspects qui sont très importants dans cet espace européen des données de santé. Les deux grandes priorités, c'est l'utilisation primaire des données de santé, qui va être centrée sur tout ce qui concerne principalement les soins de santé, la continuité des soins, et puis l'utilisation secondaire des données de santé, là qui va concerner davantage la recherche, l'innovation, le développement d'une médecine de plus en plus personnalisée, de plus en plus sûre, grâce justement à l'exploitation de données de santé. Et c'est cette question de l'utilisation secondaire des données de santé qui a été la plus délicate. Juste 2 points. Sur l'utilisation primaire, ça recouvre quoi ? Ça recouvre les dossiers des patients, donc le patient summary. Donc, c'est pas toutes les données. Actuellement, en France, c'est le volet de la synthèse médicale, donc ce n'est pas toutes les données qui feront l'objet du transfert. Ça concerne la e-prescription, donc les prescriptions électroniques, la dispensation électronique, les examens d'imagerie médicale et les comptes rendus qui y sont liés, les résultats d'examens médicaux, y compris les examens de laboratoire, d'autres diagnostics et les lettres de sortie d'hôpital. Ça, c'est la base, c'est l'article 5, mais il pourra y avoir d'autres données. Mais on commence par là, déjà c'est considéré comme un grand pas en avant de pouvoir, et on n'y est pas encore totalement dans tous les États, il faut voir ces alliés, mais on peut déjà transmettre électroniquement dans certains États, on peut transmettre des ordonnances et se faire délivrer un médicament dans un autre État membre. Comment ces données circulent-elles dans le cadre de l'utilisation primaire par le biais d'une plateforme qui s'appelle MyHealth@EU, qui est Ma Santé @UE, donc qui est une plateforme de santé qui est mise à disposition par la Commission, qui est une plateforme sécurisée, qui relie tous les points de contact pour la santé numérique. Et le transfert des données se fera selon le format européen d'échange des données des dossiers médicaux, qui permettra une meilleure lisibilité puisque ça garantit une interopérabilité des différentes données. Alors bien sûr, on dit cela se fera de cette façon, on attend encore différents actes d'exécution pour tous les aspects techniques de fonctionnement de cette plateforme. En ce qui concerne l'utilisation primaire des données de santé, finalement, on dit que les patients doivent avoir accès sur leurs données, mais comment est-ce qu'ils peuvent agir sur leurs données ? Eh bien, là, on est dans les articles 8 bis à 8 nonies, principalement dans la version qui est la dernière version donc du 24 avril 2014. Donc, l'article 8 bis concerne les droits d'accès des personnes physiques. Donc, les personnes ont leurs données de santé qui sont enregistrées dans un système de dossier médical électronique. Elles sont mises à la disposition gratuitement par un service d'accès aux données de santé électronique qui devra être mis en place par les États. C'est un apport du Parlement européen. Et il faut savoir que les personnes physiques auront la possibilité de faire des ajouts, de faire des modifications, des rectifications et que la portabilité est assurée. L'article 8 sexes est important puisqu'il prévoit le droit de restreindre l'accès des professionnels de santé et des prestataires de soins aux données de santé visées à l'article 8. Et l'article nonies va plus loin puisque un État membre peut
peut prévoir un droit de s'opposer à l'accès aux données de santé. Et s'il y a un mécanisme d'opposition qui est actionné, dans ce cas-là, d'abord il doit être réversible et puis il faut que des garanties soient mises en place par l'État. Ça, c'est pour l'utilisation primaire. Finalement, ça devrait fonctionner sans trop de problèmes. Là où les choses sont plus compliquées, c'est pour l'utilisation secondaire des données de santé. Je n'ai pas du tout regardé l'horaire, donc je demanderai à Marc Blanquet qui me fasse signe si jamais je suis près de la limite. Donc, 5 minutes. D'accord, merci. Donc, il y a 3 points qui me semblent importants. Quelles données de santé sont concernées? Pour quelle finalité? Et puis, un petit regard, un petit flash sur les différentes obligations, sans rentrer dans les détails, des différents protagonistes qui sont les organismes responsables de l'accès aux données, les détenteurs et les utilisateurs de données de santé. Quelles sont les données? Eh bien, un grand nombre de données relèvent de ce qu'on appelle les données secondaires. Alors, je vous ai mis, si vous regardez la slide, les données qui proviennent des dossiers médico-électroniques, les données administratives, les données génétiques, génomiques, protéomiques, les données qui sont fournies par des dispositifs médicaux, les données qui sont fournies par des applications de bien-être, les données provenant de cohortes, de registres de médicaments, de dispositifs médicaux, de biobanques, de bases de données associées. Vous voyez, c'est énorme et on peut se demander, et c'est une réflexion personnelle, dans toutes ces données, quelles sont les données de qualité qui seront vraiment utilisables pour la recherche, parce que les données qui proviennent de dispositifs de bien-être ne sont pas forcément des données qui sont exploitables et ça peut poser donc un certain nombre de problèmes. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, ces données de santé sont mises à disposition par les détenteurs de données. Et à partir du moment où elles sont mises à disposition, ce qu'il faut bien retenir, c'est que les États ne peuvent plus en principe introduire des limitations ou des dispositions spécifiques pour obtenir le consentement des personnes. Donc c'est une mise à disposition de ces données. Ça, c'est le principe. Mais attention, il y a quand même l'article 33-8 ter qui dit que les États peuvent introduire des mesures plus strictes, mettre en place des garanties supplémentaires au niveau national en raison du caractère sensible de certaines données. Et là, on pense tout de suite à la France avec la question des données génétiques. Et bien sûr, donc c'est clairement précisé pour les données génétiques, épigénomiques, génomiques humaines, les données provenant d'applications de bien-être qui pourront être encadrées et les autres données moléculaires. Donc, dans un certain nombre de cas strictement limités, il est possible de mettre en place des restrictions. C'était une demande de certains États, notamment la France. Alors, concrètement, les organismes responsables de l'accès aux données de santé doivent s'assurer que les droits de propriété intellectuelle, le secret d'affaires est bien garanti. Alors là, on aura des intervenants, notamment Dora Talvar qui nous en parlera demain, Karine Faurbon-Hübner aussi, Cécile Terjuillard également, donc je ne développerai pas cet aspect-là. Je souligne quand même un article qui est important, qui est l'article 48 bis, qui dit que les personnes physiques ont le droit de s'opposer à tout moment et sans motivation au traitement des données de santé électroniques les concernant à des fins d'utilisation secondaire. L'exercice de ce droit est réversible. Alors ça fait un petit peu peur quand on voit, enfin ça fait peur, ça dépend du point de vue selon lequel on se place. Si on est patient, on dit c'est super, je pourrais m'opposer au traitement de mes données, mais lorsqu'on est détenteur de données, on dit oh là là, ça y est, les États ont gagné, on ne pourra pas faire nos recherches. Donc en fait, il faut savoir que cet article 48 bis est accompagné d'un article 48 bis -3, bon, ça c'est les juristes, mais ce sera sans doute nettoyé et ce sera plus clair par la suite. Mais cette possibilité de mise à disposition, il y a une possibilité de mise à disposition par les États de données pour lesquelles l'opposition a été exercée. C'est-à-dire que même s'il y a une opposition, dans certains cas strictement précisés, eh bien malgré cela, ces données pourront être exploitées. Donc je ne rentre pas dans les détails, on aura certainement l'occasion d'en reparler. Alors, la finalité de traitement, elle est essentielle. Il faut une finalité de traitement qui relève de l'article 34. Donc, ces finalités, pour certains d'entre vous, vous les connaissez, c'est des raisons d'intérêt public dans le domaine de la santé publique, donc toutes les activités qui sont destinées à la protection contre les menaces sanitaires transfrontalières, garantir un niveau de qualité élevé de soins, de sécurité des soins de santé, garantir la sécurité des patients, l'élaboration de politiques d'activité réglementaire, la mise en place de statistiques officielles et bien sûr la recherche scientifique qui concerne les secteurs de la santé, l'innovation, le développement, l'entraînement des algorithmes. Donc l'article 34 comporte un certain nombre de finalités de traitement qui doivent être respectées. On ne peut rentrer que dans le cadre de ces finalités de traitement visées à l'article 34.
Alors très rapidement, pour terminer, quelles sont les obligations des organismes responsables des données, des détenteurs et des utilisateurs? Bon, l'organisme responsable de l'accès aux données va fournir une autorisation de façon à ce que l'utilisateur puisse se procurer les données de santé dont il a besoin, après s'être adressé à un détenteur de données. Donc c'est le détenteur de données qui va fournir les données dont l'utilisateur a besoin. L'organisme d'accès aux données a un certain nombre d'obligations de gestion des données. Il va collaborer à l'échelon européen. Il doit tenir un catalogue national des ensembles de données. Tous ces aspects-là seront développés demain, donc je me permets d'aller un petit peu vite. Les données sont mises à disposition sur demande à l'organisme responsable de l'accès aux données. Donc ce sont les données pertinentes qui sont mises à disposition dans un délai qui est, on pourrait considérer en France qu'il est rapide puisqu'il est de 3 mois, avec possibilité de prolongement dans la limite de 3 mois, mais ça va être un challenge d'arriver à rester dans ce délai assez court. Obligation de communiquer la description de l'ensemble des données détenues et possibilité de percevoir des redevances. La question des redevances sera sans doute abordée après moi parce que c'est une question sensible puisque les détenteurs de données estiment que c'est entre guillemets leur bien et qu'ils doivent être rémunérés pour la valorisation de tout le travail d'enregistrement, d'enrichissement qu'ils ont fait par rapport aux données de santé. Donc il y aura un problème de redevance et les utilisateurs de données auront à payer des redevances qui seront fixées selon des règles qui vont être déterminées par la suite, mais bien sûr ça ne figure pas expressément dans le règlement. Quant à l'utilisateur des données, eh bien, il devra donner une explication très précise de l'utilisation qu'il va faire de ces données, quelle est la description des données dont il a besoin. Ces données, normalement, seront fournies sous une forme anonymisée, mais s'il a besoin de données pseudonymisé, oui, il pourra justifier les raisons pour lesquelles il souhaite avoir de telles données. Donc, il a un certain nombre de garanties à respecter. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir que si une demande d'accès est introduite dans plus d'un État membre, dans ce cas-là, une demande unique pourra être transmise par l'organisme qui est saisi aux autres organismes via une autre plateforme. Là, c'est pas MyHealth@EU, mais c'est Données de santé @UE, qui est la plateforme qui sera utilisée, donc qui est en train de se mettre en place. Donc je terminerai de manière rapide par un certain nombre de questions qui seront abordées tout au long de ce colloque, qui sont les défis. D'abord, premier défi, articulation de l'espace européen des données de santé avec différents textes, que ce soit des textes existants comme le RGPD, comme l'IA Act qui sera bientôt publié, ou des actes, des règlements qui vont être adoptés, comme la modification du règlement eIDAS, tout ce qui concerne l'interopérabilité, tous ces travaux qui sont en cours. Donc il faudra arriver à articuler ces textes. Des actes d'exécution sont attendus, donc il y a toujours cette inquiétude par rapport à que vont contenir ces actes d'exécution. On a du mal un petit peu à se projeter aujourd'hui. Je pense qu'il faut souligner l'importance du comité sur l'espace européen des données de santé, qui va avoir un rôle majeur en tant que conseil, et le forum consultatif qui va comporter des représentants des parties prenantes, donc des patients, représentants des industries, puisqu'il est important d'associer l'ensemble des parties prenantes si on veut qu'il y ait une adhésion à cet espace européen des données de santé. Et bien sûr, l'action TEDAS conjointe est absolument essentielle. Elle a déjà joué un rôle en amont et elle va à présent jouer un rôle fondamental puisqu'elle va être amenée à aider les États à faire face aux différents défis qu'il faudra relever par différentes, notamment des lignes directrices, des conseils. Donc ça fera l'objet de l'action TEDAS 2 et j'aurai l'occasion de laisser la parole à Marcus Kalliola qui nous fait le grand plaisir d'être parmi nous. Mais je rends la parole au président. Je vous remercie pour votre attention. Merci à tous.